Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 septembre. Élection 2023, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes autour du financement des scrutins l'an prochain. Le chef de l'État assure de respecter son engagement pour la réussite du 4e cycle électoral. À la une également, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, va-t-il concourir à la magistrature suprême l'an prochain? Un mouvement associatif l'y pousse et assure que le célèbre gynécologue va passer du bloc opératoire à l'arène politique. Encore une fois, bonsoir à tous. Lentement mais sûrement, la RDC s'achemine vers les élections générales de 2023, ce qui pose naturellement la question du financement de toutes les opérations. Pour sa part, le chef de l'État rassure de respecter son engagement d'accompagner financièrement la CENI pour la tenue du 4e cycle électoral dans les délais requis. Suivez ce commentaire de Fiston Oleko. De la République démocratique du Congo à travers le ministre des Finances, déjà 300 millions de dollars américains, près de 50% du financement ont été versés dans le compte de la Commission électorale nationale indépendante. En ce qui concerne les financements extérieurs, les États-Unis d'Amérique ont annoncé le 6 septembre dernier un financement de 13 millions de dollars américains, une somme qui vient s'ajouter à 10 millions de dollars accordés un peu plus tôt. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, reste confiant quant à la tenue des élections dans le temps requis. Je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, quelquefois, le président de la CENI, et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les élections seront organisé dans les délais? Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Il faut dire qu'actuellement, la CENI est dans une phase préparatoire du processus de la révision du fichier électoral. Le soumissionnaire pour cette opération ayant déjà été trouvé, test grandeur nature de premier lot des kits d'enrôlement déjà effectifs, rien ne peut bloquer la machine du 4e cycle électoral en RDC. Fort des prévisions budgétaires de près de 15 milliards de dollars américains déposés au Parlement par le gouvernement, le financement ne peut naturellement faire aucun problème comparativement au contexte des cycles électoraux passés. À l'occasion de la sortie officielle de la synergie des amis du docteur Denis Mukwege ce samedi 24 septembre à Kinshasa, le président national de ce nouveau mouvement associatif, Patient Bachombe, a annoncé les ambitions du prix Nobel de la paix à la présidentielle 2023. Dieudonné Bouanali. À l'occasion de la sortie officielle de la synergie des amis du docteur Denis Mukwege, à sigle SAM, c'est samedi 24 septembre 2022 à Kinshasa, le président national de ce nouveau et jeune mouvement associatif, Maître Patient Bachombe, a révélé les 10 valeurs incarnées par les prix Nobel de la paix 2018, des denrées rares qui manquent au Congo et aux Congolais pour leur épanouissement intégral et la transformation de la société. Il s'agit de loyauté, justice sociale, intégrité, bonne gouvernance, renoncement. Cette liste n'est pas exhaustive. Profitant de l'occasion ainsi offerte, l'orateur du jour a précisé que SAM n'est ni un parti politique, ni une ASBEL. Vous êtes qui? J'ai bien dit, nous sommes un mouvement idéologique et social. Pourquoi? Nous sommes un mouvement parce que chacun vient de quelque part, vient d'une organisation, et généralement des organisations de la société civile. Docteur Denis Mukwege sera-t-il candidat à la présidentielle? Doit-il ou va-t-il déposer sa candidature? Je ne dis pas il doit déposer sa candidature. Merci beaucoup. Qui vivra, verra. Les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda restent tendues à lire les déclarations des deux parties. Mais le président Félix Tshisekedi juge le Rwanda de mauvaise foi car la question des FDLR est plus un problème pour les Congolais que pour les Rwandais. Le chef de l'État l'a déclaré au cours d'une interview qu'il a accordée aux médias français du groupe France Média Monde à New York. Suivez cet extrait. Par rapport à ces accusations,
je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique. Le Premier ministre Sama Lukonde a mis un point final à sa 3e mission d'évaluation et suivi de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Devant la presse, le chef du gouvernement est revenu sur la quintessence de cette mission dont il était à la tête d'une importante délégation. Fiston Eleko pour le commentaire. À la tête d'une forte délégation composée des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des forces de défense et de sécurité et d'autres services, le Premier ministre revient sur le contenu de sa mission de suivi et évaluation de l'état du siège en Ituri et au Nord Kivu, les 2 provinces concernées. Et donc nous avons entamé depuis quelques jours ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Ituri, où nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là. Ici, dans la province du Nord Kivu, comme nous l'avions fait aussi d'ailleurs dans l'Ituri, nous avions annoncé que nous venions pour d'abord être à côté de ces familles qui sont endeuillées, être à côté de ces familles qui sont déplacées, car vous connaissez cette situation que nous avons dans Rutshuru. Nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. Parmi les points saillants, il y a les revendications populaires contre la MONUSCO dont le Premier ministre a réitéré l'appel des non-violences, la question de retour de la paix, mais aussi celle d'allègement de certaines restrictions. Nous avons eu aussi cette demande qui a été faite particulièrement pour la ville de Goma en ce qui concerne les restrictions en termes de déplacement. Et nous avons discuté avec le gouverneur militaire et donné une indication pour qu'il puisse très vite réunir un conseil de sécurité et voir les modalités de levée de couvre-feu tel que c'est vécu actuellement dans la ville de Goma. L'état de siège est cette mesure exceptionnelle instituée depuis le mois de mai 2021 par le président de la République. C'était en fait une réunion. Mettre fin à l'insécurité récurrente dans la partie est du pays depuis plus de 20 ans. En marge de cette mission de suivi de l'état de siège qui vient de toucher à sa fin à Goma, le Premier ministre a eu une réunion avec les agences des Nations Unies présentes en RDC. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la question humanitaire et la situation de déplacés dans des zones à conflit. Kassim Diagne, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, fait le point de cette rencontre. Suivez. Alors, je vous remercie. C'était en fait une réunion plus élargie. Il s'agissait, le Premier ministre a donc réuni autour de lui et de l'ensemble des autres ministres la MONUSCO, les agences des Nations Unies, fonds et programmes, les organisations internationales et les organisations nationales. Donc c'était vraiment un groupe assez divers. Je représente évidemment la MONUSCO, donc notre déclaration était axée sur tout d'abord nos remerciements au Premier ministre et à son gouvernement de nous avoir accueillis et de nous donner l'opportunité d'échanger sur les questions de l'heure. Et comme vous le savez, du côté de la MONUSCO, la question de l'heure, c'est la question concernant la transition de la MONUSCO. Évidemment, les questions humanitaires restent d'actualité. Il y a beaucoup de déplacés donc, aux exactions des groupes armés et je crois que le plaidoyer des organisations humanitaires a été bien entendu sur toutes les questions, leurs préoccupations. Le Premier ministre a apporté des réponses assez concrètes.
Vital Kamerhe poursuit sa croisade pour la paix entamée depuis près de 2 semaines à l'est de la RDC. La première étape de cette tournée devrait s'arrêter le 27 septembre prochain. Le président de l'UNC prêche le vivre ensemble et le dialogue. Il prône aussi un dialogue entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Un plan qui comporte des avantages sociaux et économiques, dit-il. Blandine Bampala. Entamée le 12 septembre, la tournée à Mani, initiée par le président de l'Union pour la nation congolaise, se poursuit. La croisade de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État l'a menée au nord Kivu, au sud Kivu. Elle devrait l'amener aussi dans les Maniema. Ce périple a permis à Kamerhe d'échanger avec les populations de l'Est. Des localités en localité, l'ancien président de l'Assemblée nationale a prêché la paix entre communautés. Sans vouloir verser dans la politique, Kamerhe soutient que le gouvernement doit mobiliser les moyens conséquents afin de développer l'armée. C'est ainsi qu'il a convié les habitants des différents territoires et localités à soutenir les efforts fournis par l'armée et la police nationale congolaise. Kamerhe a réitéré sa vision basée sur le dialogue pour le retour de la paix. Pour lui, il est impérieux de mettre sur une même table la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, pays qui financent le M23 pour résoudre les problèmes sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Prône un dialogue objectif basé sur l'intérêt du peuple de la sous-région, étant donné que géographiquement, comme pour tous les pays frontaliers, les 3 pays sont inséparables. Il a rappelé les avantages socio-économiques qui comptent son plan, comme par exemple les échanges commerciaux avec les grandes retombées douanières en termes de finances. Les leaders de l'UNC plaident pour une mise en place de nouvelles stratégies du programme DDR, à savoir désarmement, démobilisation et réinsertion afin d'avoir en contrepartie l'emploi, les projets de développement en échange avec les armes que l'on demande aux jeunes de déposer. Le président de l'Union pour la nation congolaise devra revenir à Kinshasa le 27 septembre prochain. Sa croisade pour la paix prévoit une deuxième étape qui devra les mener en Ituri, au Haut-Tuélé, au Bas-Tuélé et dans les Tanganyika. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a visité à Kingawa dans la commune de Limete, Proton Kabelec, une usine qui œuvre dans la fabrication de câbles à base du cuivre cathodique extrait de la province du Haut-Katanga. Édouard Funda. Commencé par les laboratoires où le ministre du Commerce extérieur a eu droit à la présentation de quelques échantillons de câbles, la visite s'est poursuivie au four où les plaques de cuivre sont fondues pour produire des câbles 8 mm de diamètre. C'est devant la machine standing qui tresse les fils, l'extrudeuse qui les habille avec le PVC que Jean-Lucien Boussa a apprécié le sérieux de cette industrie. Enfin, les câbles sont soumis au test du haut voltage avant la livraison. Je viens visiter pour me rendre compte, après la visite de mon collègue de l'industrie, de me rendre compte que dans ce pays, nous avons des opérateurs économiques, des investisseurs dynamiques qui ont résolu de pouvoir transformer notre cuivre sur place. C'est déjà le premier intérêt, avec toutes ses conséquences. Création d'emplois, valeur ajoutée, etc. Économie des devises. Deuxième chose, que cette usine nous permet de rencontrer l'offre intérieure en termes de câbles, moyenne tension. C'est dont la ville de Kinshasa en particulier, notre pays a énormément besoin. Et par ricochet, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ça nous permet de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dans la perspective de notre développement économique, il est important que de plus en plus, ce type d'initiative soit concrétisé. De mieux en mieux, nos industriels travaillent pour transformer nos produits sur place et nous permettre d'acheter localement. Le ministre du Commerce extérieur a profité pour rappeler les fondamentaux repris en 4 principes, notamment une meilleure qualité, une offre interrompue, la compétitivité des prix face à la sous-région et la capacité de couvrir le marché extérieur. Soulignons aussi que les activités de cette usine s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation et de la transformation des matières premières en produits finis à partir de la RDC. Cette entreprise utilise les cuivres cathodiques provenant du Katanga pour fabriquer des câbles avec une capacité de 3600 tonnes par an, a en croire sa directrice commerciale.
Tout à fait autre chose à présent. Le manque d'éthique et déontologie et le phénomène mouton noir sont aujourd'hui de véritables fléaux qui touchent l'ensemble du secteur de la presse congolaise. Ces comportements ternissent l'image et discréditent le métier. Mais comment y mettre fin et qui doit porter le statut de journaliste en République démocratique du Congo? Je vous propose de suivre les réponses de Stéphane Kitutu, Michel Moussemé et Charles Dimanja dans ce propos recueilli par Jojo Moulamba et Guilain Moutela. Nous devrions simplement renforcer notre structure faîtière qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Quant à ce qui concerne l'octroi à la carte de presse, le respect des dispositions légales pour exercer notre profession, ça pose des problèmes réels, cette mise en place de l'ordre. Voilà ce que je peux vous dire en résumé, parce que c'est vraiment trop long à développer. Moi, je pense que le journaliste est responsable dès le départ de cette nouvelle embellie, par sa pratique, par le respect d'un certain nombre de règles qui nous régissent, d'un certain nombre de règles de déontologie, des règles morales. Et à partir de ce moment-là, je crois que nous facilitons la tâche aux structures. Et les structures ne sont faites que par les hommes et ne sont constituées que des hommes. Les mêmes hommes. Ça veut dire que ce soit, comme je vous ai entendu dire, un ordre des journalistes, que ce soit l'UNPC, mais c'est fait par les hommes. Et dès le moment où c'est les mêmes hommes, ils risquent de reproduire les mêmes tares. Donc, tout vient de loin. Il faut que chacun sache où il peut aller, jusqu'où il ne peut pas aller, là où il doit s'arrêter, pour ne pas heurter les autres. Parce que nous sommes une société et nous devons vivre ensemble. Voilà. Le journalisme, ce n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs que du jour au lendemain, on se retrouve avec un micro, on se retrouve avec une caméra, on se dit qu'on devient journaliste. Non. Il y a les règles d'éthique et de déontologie qu'il faut respecter. L'éthique qui fait appel à votre moralité. Vous pouvez être un... Banditisme urbain dans le Haut-Katanga, une bande de présumés voleurs de câbles électriques en cuivre, motos et autres véhicules a été arrêtée et présentée au gouverneur de province Jacques Kiaboula. C'est le commandant de la 22e région militaire, Smith Gihanga, qui a procédé à cette présentation dans l'enceinte du gouvernorat. Suivez. 6 membres des différentes bandes organisées sont soupçonnés d'avoir volé des biens divers, dont des câbles électriques en cuivre, des motos et même des véhicules. Ils ont été interpellés séparément en flagrant délit dans différents quartiers de Lubumbashi. C'est notamment une bonne cargaison de câbles électriques en cuivre interceptés à hauteur du péage de Kanyaka. Le deuxième cas, effectivement, il s'agit de M. Chichi Kazadi. Ce monsieur, c'est un habitant de Kipushi. Il a été intercepté dans la parcelle, donc en flagrance, ici à Lubumbashi, sur la ville Square, où il était accompagné de 2 autres qui ont pris fuite au moment qu'ils ont été repérés. Parmi ces hors-la-loi se trouve l'homme qui s'était jeté il y a quelques jours du 5e niveau de l'hôtel de ville de Lubumbashi et dont les images ont fait le tour de la toile. Le gouverneur de province Jacques Ablakatoué, qu'entourait le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Moutandala, et les responsables des services de sécurité, a salué l'application des mesures prises au Conseil de sécurité afin d'éradiquer la criminalité et la délinquance urbaine. Jacques Ablakato a invité la population à continuer à collaborer avec la police. La mission confiée par le commandant suprême, le président de la République, c'est celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc je salue la région militaire ainsi que la police nationale congolaise pour ces jolis coups de filet. Je voudrais aussi lancer l'appel à la population de continuer à faire confiance à nos forces armées ainsi qu'à la police nationale congolaise pour qu'ensemble nous puissions dénoncer, démanteler tous les réseaux. Le gouverneur a poursuivi son message en appelant la justice à faire son travail pour dissuader ceux qui sont tentés d'intégrer les associations des malfaiteurs. Place à présent à la page internationale.
Au Tchad, la commercialisation au niveau national des bétails, notamment les petits ruminants, ne profite pas aux éleveurs qui subissent la loi de l'offre et de la demande. Une situation qui démotive les promoteurs pastoraux et met en péril le secteur de l'élevage. Pour pallier à cette situation, les éleveurs recommandent à leur association de plaider pour la création des structures de transformation des produits de l'élevage destinées à l'exportation. Suivez. Au Tchad, les petits ruminants sont l'une des principales ressources pastorales et constituent près de la moitié du cheptel du pays. Les produits issus des moutons et des chèvres sont les plus consommés au niveau national, mais les éleveurs n'en tirent pas grand profit. Pour l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, l'industrialisation de ce secteur est vitale pour la suivi des activités pastorales qui font vivre plus de 50% des populations rurales du pays. Vous savez, un mouton peut produire suffisamment de matières premières, notamment de la viande, du lait, du beurre, du cuir, de la laine, des sabots et des cornes. Mais pourquoi nous perdons notre temps avec les exportations de bétail sur pied qui ne nous profitent pas? L'exportation des bétails sur pied est confrontée à l'insécurité qui prévaut à la frontière des pays voisins et les éleveurs se retrouvent avec des troupeaux excédentaires qui sont difficiles à nourrir. Ces derniers ont recommandé à leur association de plaider auprès des autorités pour la valorisation et l'exportation des produits finis issus des petits ruminants. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre nos moutons sur les marchés locaux, même si nous subissons. Le gouvernement a initié la création des unités de transformation, mais nous ne comprenons pas pourquoi ces projets peinent à se concrétiser. Nous avons demandé à notre association de plaider pour la valorisation de nos produits. Pour rappel, les projets de la construction des unités de transformation des produits de l'élevage, initiés depuis de dizaines d'années, ne sont pas toujours concrétisés par les autorités. Et les éleveurs qui détiennent la matière première ne sont pas structurés en coopératives commerciales et d'intérêt économique. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des titres. Élection 2023, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes autour du financement des scrutins l'an prochain. Le chef de l'État assure de respecter son engagement pour la réussite du 4e cycle électoral. À la une également, vous l'avez suivi, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, va-t-il concourir à la magistrature suprême l'an prochain? Un mouvement associatif le pousse et assure que le célèbre gynécologue va passer du bloc opératoire à l'arène politique. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.